Je commencerai en remarquant qu'après la vague de nostalgie pour les années 60 et pour les années 70 que nous avons connues les dernières années, c'est désormais les années 80 que nous regardons avec une forme de mélancolie, en les regardant d'ailleurs plus heureuses et plus simples que ce qu'elles n'ont été réellement. Les nombreux contestataires qui protestaient contre la politique reaganienne n'auraient sans doute pas cru l'augure qui leur aurait prédit que ces années de retour à l'ordre moral et d'invention d'un libéral conservatisme, on dit parfois aujourd'hui national-capitalisme, ces protestataires n'auraient sûrement pas cru qu'on regarde un jour, avec quelques regrets que ce soit, leur époque. Toutefois, les choses à l'époque, justement, n'étaient pas si simples qu'on pouvait le croire, et le riganisme s'est constitué de tendances diverses et parfois contradictoires, de phénomènes hétérogènes issus des convulsions sociales nées dans les années 60. Il apparaît, ce riganisme, comme une combinaison des lieux communs du néoconservatisme, de ce qu'on a appelé la nouvelle droite, du néolibéralisme, du post-féminisme, de la réaction blanche aussi à la déségrégation et à la discrimination positive qui avait été mise en place dès 1961 par Kennedy. Et puis, il faut ajouter à cela que le reaganisme se fonde aussi sur l'hostilité d'une partie des Américains envers la libération des femmes et les droits des homosexuels, et même une forme d'hostilité envers le bilinguisme. On oublie aujourd'hui cette dimension, mais en réalité, c'était un des chevaux de bataille très importants à l'époque. Il doit aussi beaucoup au populisme américain, construit autour d'une vision du monde régionaliste et nativiste, sinon raciste. Enfin, il associe curieusement une forme de darwinisme social et le rêve utopique d'une cité parfaite, parfaite parce qu'elle serait organisée comme une entreprise. Tout cela balaye l'idée selon laquelle le riganisme serait politiquement, idéologiquement et économiquement schématique. Il est en réalité extrêmement complexe, ne serait-ce que dans l'amalgame de ses influences. Certes, la politique mise en place par l'administration Reagan à partir de janvier 81 est une reprise directe de celle menée par Margaret Thatcher depuis mai 79 au Royaume-Uni, un mélange de libéralisme économique et de conservatisme moral. Cependant, le reaganisme doit aussi beaucoup aux idées développées par George Wallace, ce fameux politicien sudiste et populiste qui avait été candidat à l'élection présidentielle de 68 et qui n'était pas étranger à la victoire de Nixon. L'élégance de Reagan, comme celle de Wallace, est bien populiste, au sens où on l'entendait aux États-Unis depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Aujourd'hui, le terme de populisme a mauvaise presse et en réalité, il sert surtout à désigner la démagogie ou le poujadisme et même au-delà, en réalité, on est toujours le populiste de quelqu'un. Le populiste, c'est celui qui n'est pas nous. Ce n'est pas tout à fait la façon dont était conçu le populisme aux États-Unis. En effet, ce populisme-là, par lequel je commencerai, s'était développé dès le XIXe siècle et je commencerai par citer Marie-Élisabeth Lise, la représentante pour le Kansas du Parti du peuple en 1890 et qui s'opposait en des termes non équivoques au pouvoir financier. Je la cite. Wall Street possède le pays, ce n'est plus le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais un gouvernement de Wall Street, par Wall Street et pour Wall Street. Si cette citation m'intéresse, c'est qu'à l'été 1981, Ronald Reagan lui fera écho. J'espère que le peuple de Wall Street va enfin faire un peu attention au peuple de Main Street, au peuple lambda en quelque sorte. On pouvait croire, et d'aucuns le croient encore, que Ronald Reagan était un candidat opposé à l'hégémonie des financiers et qu'il serait le président des petits contre les nantis. Car dans les années 70, quelque chose quand même s'était produit. Autour de Milton Friedman, s'étaient précisées les thèses majeures d'un nouveau libéralisme, rejet du keynésianisme, mise au jour de la notion de taux de chômage naturel, et puis évidemment un rejet de l'État qui allait bientôt gagner l'administration Reagan proprement dite, puisque Milton Friedman était devenu l'éminence grise non plus du candidat Reagan, mais du président Reagan, qui mit alors en œuvre une politique de dérégulation et d'encouragement à l'initiative privée par une politique de diminution des impôts qui eut pour résultat beaucoup de choses, la chute de l'inflation, la baisse du chômage, la restauration, surtout, et c'est ça qui m'intéresse ici, la restauration de l'optimisme américain, puisque c'est ce dont les séries vont porter la trace.
L'administration Reagan livra aussi, bien sûr, un combat sans merci au welfare state, et la déclaration du président Reagan, dont on oublie souvent qu'il avait été démocrate et un admirateur de Roosevelt et de son New Deal avant de rejoindre le Parti républicain en 62. La déclaration de Reagan est célèbre: le gouvernement n'est pas la solution à nos problèmes, le gouvernement, c'est le problème. Bon, ça ne pouvait pas être plus clair. Cependant, significativement, d'une part, je remarquerai que ce recul de l'État est réclamé au nom d'une valeur moins économique que morale, la liberté individuelle. Et d'autre part, il est la marque d'un renversement politique. En effet, dans les années 60 et au début des années 70, c'étaient les adeptes de la gauche américaine qui avaient coutume de dénoncer l'État fédéral. La présidence impériale, le FBI, la CIA, les départements de la justice et de la défense, tous symboles à leurs yeux d'un État centralisé, tyrannique. Dans les années 70, au moment où se développent les interventions sociales et économiques de l'État fédéral, cet État fédéral devient l'objet des attaques non plus de la gauche, mais de la droite américaine. Si bien qu'on assiste à une forme de presque de en même temps, pourrait-on dire, puisque l'expression a été remise à la mode en France il y a quelque temps, c'est à la fois la droite et la gauche qui, faisant un imaginaire commun, s'en prennent au même fantasme et à ce qu'ils imaginent être le même ennemi. C'est précisément ce que reprend de manière systématique le discours de Ronald Reagan. En outre, le mouvement conservateur entourant ce dernier est constitué d'une alliance entre des courants différents et parfois contradictoires. D'un côté, les libertariens, partisans d'une liberté individuelle sans restriction, et puis de l'autre, les tenants de la majorité morale. Entre eux, il existe d'ailleurs assez peu de points communs. Et c'est ce qui va peut-être expliquer que dans les films comme dans les séries de cette époque, on trouve en réalité des messages tout à fait contradictoires entre eux, au sein d'une seule et même fiction. D'autant qu'il faut ajouter à cela que la majorité morale est elle-même composée de différents lieux communs, opposés ou en tout cas très différents les uns des autres, et que la nouvelle droite chrétienne, par exemple, ne développe pas tout à fait ce qu'on connaissait comme lieu commun de la tradition puritaine du Sud. Au thème populiste et au leitmotiv de la droite religieuse, le discours reaganien associe, en outre, des anciennes républicaines surenchérissant farouchement sur l'anticommunisme et l'antifiscalisme. À bien des égards, il reprend à son compte les offensives maccarthistes contre l'État et accentue certaines tendances ayant toujours existé, en particulier dans le Midwest et dans le Sud. L'ultranationalisme, les phobies religieuses, raciales et identitaires, le ressentiment à l'encontre des grosses entreprises, des syndicats, des intellectuels, des États du Nord-Est et de leur culture. Comme le maccarthisme, il est incontestablement aussi le produit d'une poussée nationaliste qui s'est accompagnée d'un fort interventionnisme. Cet interventionnisme, on en entend bien sûr l'écho dans quantité d'épisodes de l'époque, et notamment dans la 4e saison de Dallas, qui est tout entière construite autour de lui. On se souvient que dans cette saison, JR, dont les intérêts sont menacés outre-mer par une révolution socialiste, manigance, et naturellement il réussit, une contre-révolution pour que lui et les pétroliers du cartel auxquels il s'est momentanément associé puissent récupérer leur puits. Il me semble intéressant de noter, au-delà du simple interventionnisme incarné par JR, que l'obstacle majeur à cette révolution conservatrice initiée par l'aîné des Ewing est doublement incarné, d'une part par Cliff Barnes, lequel est présenté dans toute la série comme un loser et comme un wimp. Je reviendrai sur ce terme un peu plus tard, mais disons pour l'instant qu'il est le repoussoir absolu pour Reagan, qui utilisera d'ailleurs le mot pour désigner George Bush senior dans la campagne de 92 et pour lui signifier tout son mépris. Cet obstacle majeur à JR et à son interventionnisme anticommuniste est représenté donc non seulement par Cliff Barnes, mais par Jeremy Wendell, dont on se souvient un peu moins, mais qui est avant tout caractérisé par sa morgue insensée. La haine de la mollesse et la détestation du mépris aristocratique à l'égard du peuple et du véritable entrepreneur, voilà ce que du Reaganisme, la 4e saison de Dallas, rejoue aussi en sourdine et en parallèle avec l'éloge de la lutte à distance contre les régimes communistes. Sur ce plan aussi, Dallas est une série passionnante. Et j'espère qu'on pourra revenir sur elle dans les journées d'études à venir. Sur elle, mais aussi sur Santa Barbara, sur Dynasty, la série qu'Aaron Spelling a créée pour ABC afin de concurrencer Dallas, qui était devenu le programme phare de CBS.
Toutefois, il me semble qu'il faut bien regarder jusqu'au bout cette série, car le dernier épisode, qui est un épisode double, c'est une sorte de pilote inversé, ça se termine par un très grand épisode. Dans cet épisode double, en 91, on assiste à une sorte de pastiche de La vie est belle de Frank Capra, et un ange montre à JR, à deux doigts de se donner la mort, combien la vie de ses proches eût été douce sans lui. Après avoir célébré si longtemps la toute-puissance américaine et fait continuellement l'éloge du néo-capitalisme triomphant, Dallas semble non seulement montrer que tout cela est une illusion, tout comme la 8e saison était un rêve baroque de Pam, ayant rêvé tous les événements que vous connaissez bien, que tout cela donc non seulement est une illusion, mais aussi un enfer. À y regarder de près, il me semble qu'on pourrait voir que ce qu'indique aussi Dallas, c'est combien l'administration Reagan s'est peu à peu trouvée subordonnée aux grands capitaines d'industrie qui, à l'instar d'Alfred Bloomingdale, très proche du président, aimait à répéter que les États-Unis doivent se gouverner comme la General Motors. Ce qui ne manquait pas de pouvoir apparaître comme une trahison des discours populistes tenus pendant la campagne et qui avaient au fond décidé de l'élection. Une solution est alors apparue aux yeux des conseillers de Ronald Reagan. Aux intérêts financiers des Happy Few, il fallait mêler les préoccupations morales des Mighty Many, et très rapidement, le Reaganisme fit mine de tempérer les appétits des milliardaires par le recours constant aux valeurs de la White Bread America, des traditionnels partisans de l'ordre et des patriotes pénétrés de l'éternité et de l'universalité américaine. On l'aura compris, sur tous les plans, c'est bien une réaction qui s'amorce sous l'égide de Reagan. Il faudrait ajouter d'ailleurs, mais là, ça sera, vous le verrez dans mon texte, ce serait trop long de le montrer, mais il faudrait montrer combien la conduite du président Reagan fut guidée par une infinité de groupes de pensée appartenant à des mondes très différents, simplement pour signifier qu'il fallait en finir, rompre définitivement avec les 60s et les 70s, qui avaient connu des changements culturels profonds, favorisés dans leur excès même par le trouble créé dans les esprits par la guerre du Vietnam. La libération sexuelle, l'usage généralisé de la drogue, le rejet de l'autorité en ont été bien sûr les manifestations les plus spectaculaires, et c'est ce contre quoi l'idéologie reaganienne va s'inscrire. Ce sont ces différents milieux honnis par le reaganisme que ce dernier perçoit comme une corruption d'une ancienne Amérique fantasmée qu'on voit dans les grandes séries policières de l'époque, de Hooker à Hunter, de Chips, la série des motards patrouillant sur l'autoroute, un peu oubliée aujourd'hui, à Hill Street Blues. Et c'est aussi ce que rejoue une série historique comme Les Incorruptibles de Chicago, 86-88, une série qu'il conviendrait d'ailleurs de rapprocher d'un flic dans la mafia qui explore non seulement le monde de la Cosa Nostra new-yorkaise, mais aussi du trafic d'armes, du showbiz et de la politique. En somme, sur le plan des mœurs et des valeurs, le reaganisme a constitué une contre-révolution culturelle fondée sur la défense des valeurs traditionnelles. L'appel à la majorité morale a été de même nature que celui qui avait été fait précédemment à la majorité silencieuse. Il n'est pas inutile de rappeler que dans les années 70, la crise économique qui fait de stagflation, c'est-à-dire mélange de stagnation et d'inflation, de crise énergétique et de montée du chômage, avait bouleversé l'Amérique, et cette crise s'était peu à peu redoublée d'une profonde crise morale. Il me semble que c'est ce qu'on voyait dans Starsky Hutch, qui est une série sur laquelle je vais revenir, qui est antérieure à l'époque Reagan, mais qui me semble, moi, en réalité, déjà reaganienne. D'un côté, le souvenir de la défaite vietnamienne était encore vif et le sera pendant toute la période reaganienne. Et ce, d'autant que la croyance est répandue aux États-Unis que le gouvernement de Hanoï garde en otage des prisonniers de guerre américains afin d'obliger les États-Unis à honorer la promesse prétendument faite par Nixon de verser 3 milliards de dollars de dommages de guerre. Je rappelle que le cinéma reaganien a aussi fait ses choux gras de cet imaginaire vietnamien. La télévision n'est pas en reste, et des séries comme China Beach ou L'Enfer du Devoir sont bien plus importantes dans l'histoire des représentations que leur réception française ne peut le laisser croire. La première, China Beach, diffusée à la toute fin de l'ère Reagan sur ABC, 88-91, vaut, me semble-t-il, pour deux raisons au moins. D'une part, elle mettait en scène essentiellement des femmes, ce qui n'est pas habituel dans une série guerrière, à commencer par la vedette principale, Dana Delany, dans le rôle d'une infirmière idéaliste dans une base arrière sud-vietnamienne, servant tantôt d'hôpital, tantôt de zone de repos entre deux opérations sur le terrain. D'autre part, la dernière saison me semble marquer une inflexion importante.
Dans les 3 premières saisons, en effet, ce que suivait le téléspectateur, c'était la vie dans le Vietnam en guerre dans les années 60. Pour la dernière saison, c'est toute la période de 1967 à 1990 qui s'en mêle de façon désordonnée, et à un même épisode figurent les personnages, tantôt en pleine guerre, en 1967 justement, tantôt à leur départ d'Asie du Sud-Est en 72, tantôt enfin dans leur nouvelle vie en 1988, toujours plus ou moins marqués par un conflit qu'ils sont sur le point de dépasser et de résoudre. Cette série, de ce point de vue-là, est l'aboutissement du reaganisme. On en a fini avec le traumatisme vietnamien en montrant la guerre non pas comme une défaite, mais comme une sorte de victoire. La seconde série, L'Enfer du devoir, développée pour CBS de 87 à 90, s'inscrit bien plus résolument dans la tradition du film de guerre hollywoodien. Est présente à travers une compagnie, la fameuse compagnie Bravo, les heurts et malheurs et les horreurs de la guerre du Vietnam, avec ses problèmes de drogue, ses injustices, son absurdité et sa folie. Évidemment, cette série doit beaucoup au platoon d'Oliver Stone, et peut-être qu'il faudrait quand même qu'on ait un jour une communication, une présentation sur les liens entre cinéma et séries télévisées dans cette époque Reagan, parce que je n'ai pas l'impression que ça soit complètement que les deux médiums soient en quelque sorte complètement déliés l'un de l'autre. Certes, il s'agit d'une série conventionnelle dont chaque épisode contient in nucleo une morale positive, mais elle est surtout un signe de la manière dont le reaganisme a pu mythologiser le conflit vietnamien en relisant et en réécrivant l'histoire. Puisque nous nous intéressons ici également à la postérité des modèles sériels issus des années 80, il me semble qu'il serait passionnant de comparer la manière dont cette série met en scène le Vietnam avec la façon dont une autre série, Over There, représentera l'intervention américaine en Irak, mais cette fois apparemment sans parti pris apparent, se concentrant seulement sur les détails du quotidien et routinier des soldats pris dans une guerre de snipers et de kamikazes. Ce n'est plus alors, comme dans la conception reaganienne de la guerre du Vietnam, l'arrière pacifiste et contestataire qui pose problème, c'est la guerre elle-même et l'incompréhension, l'absurdité, la vanité de ce conflit. Une telle comparaison permettrait de mesurer mieux ce qui a pu se prolonger et s'inverser de l'ère Reagan au temps de George Bush. Je serais tenté de voir dans le Vietnam une des obsessions des séries reaganiennes où il apparaît toujours, ne serait-ce qu'à titre de fantôme. Après tout, l'agence Tourisque, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, l'agence Tourisque est tout entière construite autour du souvenir du Vietnam, où la bande de justiciers s'est trouvée mise au banc de l'armée et de la société, je cite le générique, pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Derrière les pitreries de looping, les ruses d'Hannibal, les astuces de Futé et les bricolages de Barracuda, l'implicite me semble clair. Cette guerre maudite a traumatisé l'Amérique, mais ne lui a pas fait perdre ni son sens de l'humour, ni son sens moral. Et ce sont les anciens combattants de cette sale guerre qui continuent de la protéger, même si elle les a accusés à tort, tantôt d'avoir tué des enfants, tantôt d'avoir perdu la bataille. Même une série comme Magnum me semble révélatrice de la manière dont les années de la révolution conservatrice s'est trouvée obnubilée par le Vietnam. Certes, il est possible de voir dans cette série de Belisario, qui lui-même est obsédé par le Vietnam, je rappelle que c'est ensuite le créateur de Jag, et que dans Jag, le capitaine Harmon Rabb est en quelque sorte le descendant d'un héros mort au Vietnam, ou en tout cas disparu au Vietnam, et qui le rejoue le Vietnam dans les années 90. Il est possible de voir dans cette série une comédie, notamment dans les rapports compliqués qu'entretiennent Magnum et Higgins, ou comme une série policière, reprenant d'ailleurs les codes du film noir, ne serait-ce que par l'usage de la voix off et les innombrables références aux fictions policières des années 50. Il y a même certains épisodes qui sont entièrement présentés comme des pastiches et des parodies de séries policières et de séries noires des années 50. Mais c'est aussi une série où la guerre du Vietnam est omniprésente. Non seulement parce que c'est là que se sont rencontrés Rick, Terry et Thomas, mais aussi parce que bon nombre d'affaires traitées par Magnum trouvent leur origine dans la guerre du Vietnam, comme si les États-Unis des années 80 n'étaient jamais que les séquelles des États-Unis des années 60 et 70. Toutes ces histoires qui, enfouies, refont surface, viennent régulièrement rappeler que Magnum est un ancien des forces spéciales de la Navy et que le conflit a laissé de nombreuses traces dans son esprit. D'où l'importance de sa femme, Michelle, qu'il croyait morte lors de la débâcle de Saïgon, mais qui réapparaît périodiquement et fugitivement, mais aussi périodiquement.
C'est un trait que l'on retrouvera dans la nouvelle version de Magnum, la version contemporaine, ultra-contemporaine de Magnum, attachée cette fois au personnage féminin d'Higgins, une ancienne du MI6, dont le téléspectateur apprendra dès la première saison qu'elle est marquée par un deuil impossible à surmonter. Il me semble que, comme l'agence Tourisque, Magnum contribue au processus qui cherchait à surmonter le traumatisme vietnamien et à conforter le message reaganien pour qui America is back. Dans les deux cas, tout est mis en place pour montrer que la défaite n'a pas entamé le prestige de l'armée, ni les valeurs morales de ceux qui y ont servi. Après tout, Cody Allen, Nick Ryder sont eux aussi deux vétérans du Vietnam, tout comme le Croquette de Flic à Miami ou le Rick de Simon et Simon, qui est une série de détectives, là aussi, qui est peut-être plus importante que ce qu'on croit, non seulement parce qu'il y a un certain nombre de crossovers avec d'autres séries, mais aussi pour le fond thématique qu'elle représente. C'est aussi ce rapport au Vietnam qui, me semble-t-il, permet de considérer les 8 saisons comme constituant une série d'apprentissage, au sens où les littéraires parlent de Bildungsroman. Magnum passant du rejet infantile des contraintes à l'acceptation de ses responsabilités d'adulte. Significativement, à la fin de la série, il n'est plus l'adolescent du début, mais un père de famille sur le point d'épouser la femme qu'il aime, et il est significativement redevenu soldat. Même si elle est la plus profonde, la blessure vietnamienne, toutefois, est loin d'être la seule que les années Reagan cherchent à penser. Je vous rappelle qu'un certain nombre de régimes pro-soviétiques s'étaient implantés en Angola, en Éthiopie, au Mozambique, que le président Carter avait connu un certain nombre d'avanies en croyant flatter les sandinistes, qui évidemment s'étaient emparés de la totalité du pouvoir dès qu'ils l'avaient pu. Je rappelle aussi qu'un certain nombre de problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire, s'étaient déclenchés en Iran lorsque l'administration démocrate avait abandonné le Shah et s'était de facto retrouvé aux prises avec un régime islamique hostile. Il me semble que de tout ça, on peut retenir qu'une analogie s'est mise progressivement en place, qui unit diverses visions du monde, associant problèmes intimes et blessures nationales. Je résumerai cela ainsi. L'Américain ne contrôlait pas plus sa vie privée ou familiale, son travail ou ses enfants, la sexualité environnante, que l'Amérique ne maîtrisait le monde, russe, cubain, iranien confondu. C'est là, à mon avis, ce qui explique l'importance cruciale des séries familiales dans les années Reagan. Je ne prendrai ici que quelques exemples, mais puisqu'on est à l'heure de la présentation des recherches qu'on pourra mener dans les journées ultérieures, je crois que c'est un genre sur lequel il nous faudra revenir dans le détail. Alf, Arnold et Willy, Corky à la toute fin de notre période, La fête à la maison, 8 ça suffit, Marié 2 enfants, Le Cosby Show, tout cela représente sur un mode à chaque fois différent les problèmes qui touchent la famille et qui sont en quelque sorte le microcosme des problèmes qui touchent l'Amérique tout entière. La famille est non seulement de ce point de vue-là un microcosme idéal pour représenter sur un mode condensé les préoccupations et les obsessions de la société tout entière, mais elle conduit aussi à la mise en avant de valeurs incontournables, ces fameuses family values que le néoconservatisme reaganien cherchait à remettre au cœur de l'imaginaire américain. De Happy Days, diffusé sur ABC de 74 à 84, et qui recoupe donc en partie notre périodisation, et qui est la figuration nostalgique de l'Amérique des diners et des picket fancies, cette Amérique rassurante d'après le macartisme, mais d'avant la drogue, d'avant les hippies et d'avant le Vietnam, de Happy Days jusqu'à 7 à la maison, qui au tournant du millénaire représentera sur un mode encore reaganien les évolutions de la société américaine, quelque chose s'est passé dont les séries que je citais précédemment portent la marque. Le Cosby Show, 84-92. Le Cosby Show fut la série la plus regardée entre 85 et 90. Elle forme le prototype des sitcoms familiales moralisantes qui avaient pour enjeu de pallier la crise de la famille américaine en mettant en avant des modèles traditionnels et rassurants. Ce qui vaut, à mon avis, aussi pour Arnold et Willy, diffusés d'abord sur NBC, puis sur ABC de 78 à 86. On est en plein dans notre période, et même pour Alf, qui semble une série purement drôlatique en quelque sorte, mais qui vaut plus que pour cela, puisque cette série ajoute la reprise du personnage du Candide, Alf, permettant en arrivant de la planète Melmac, d'accentuer les défauts de la classe moyenne qui l'adopte et qui sont présentés, ces défauts, comme insignifiants. Il en va bien différemment à la toute fin de notre période pour Life Goes On,
diffusé sur ABC de 89 à 93 et qui, sur un mode toujours comique, prend pourtant une coloration bien plus sombre en mettant en scène les déboires de Corky, le protagoniste atteint de trisomie, et de Becca, sa sœur, qui connaît une adolescence bien compliquée, fixant ainsi des attentes qui seront exploitées plus tard dans My So-Called Life 94-95. Cette forme de comédie dramatique familiale est celle aussi de 8 ça suffit, 1977-1981 pour fixer les choses, ou de La fête à la maison 87-95, sur lesquels, me semble-t-il, il nous faudra aussi revenir dans le détail. De même d'ailleurs qu'il faudra consacrer toute une communication à La petite maison dans la prairie. J'avais prévu de le faire, mais je n'aurai pas le temps ici. C'est moins pour les. Elle est lancée en 74 hein, et elle ne s'achève qu'en 83. Et c'est moins pour les valeurs qu'elle déploie dans son ensemble que pour l'inflexion qu'elle connaît à la fin des années 70 qu'il me semblerait intéressant de se pencher sur elle. Bien entendu, elle articule quantité des valeurs que l'administration Reagan cherchera à promouvoir et que les Reaganiens du premier cercle s'employaient dès 1979-1980 à imposer au centre des préoccupations américaines. Valeurs patriotiques, valeurs religieuses, valeurs familiales. Mais surtout, elle s'oriente de plus en plus vers deux dichotomies qui se recouvrent. L'une renvoie dos à dos à un monde rural présenté en tout comme vertueux et à un monde urbain toujours maléfique. L'autre oppose le peuple, travailleur déterminé et respectable, et les nantis, amollis, débauchés et corrompus. De ce point de vue-là, elle correspond non seulement à une mise en fiction du populisme et de la désapprobation des élites que ce dernier suppose, mais aussi à un relèvement de la masculinité, de cette masculinité que le riganisme s'imaginait, à tort ou à raison, avoir été abattu par les années Carter. Je vais dans un instant revenir sur tout cela, mais il me faut déjà observer de tout ce qui précède au moins une chose. Il me semble que l'ère Reagan excède largement les deux mandatures du président qui était surnommé le tricheur, et elle ne se limite pas aux deux mandats de ce dernier, de 81 à janvier 89. Il me semble qu'elle montre plutôt une étape dans l'évolution de la société américaine et débutant dès la fin des années 70, elle se prolonge bien au-delà de la mandature de George Bush et au-delà même de celle de son fils jusqu'à la présidence de Donald Trump. C'est le moment où on s'aperçoit, mais je me souviens qu'on avait parlé pour bien d'autres raisons avec Christian de ce point, il me semble que c'est le moment où on s'aperçoit que le temps culturel n'est pas du tout le temps politique ou le temps historique habituel. De ce point de vue, je pense, pour lancer la journée d'aujourd'hui et celle à venir, qu'on pourrait prévoir de questionner les bornes du riganisme télévisuel, de les comparer avec celles du riganisme cinématographique et au-delà avec celles du riganisme politique. On pourrait ainsi non seulement reprendre les exemples que je viens de citer, mais nous intéresser à certaines évolutions génériques. Je pense notamment aux Buddy Series de Starsky et Hutch, 1975-1979, à Kanye et Lassie, 1981-1988, série qui me semble clairement inspirée de Starsky et Hutch, y compris dans le fait que les enquêtes elles-mêmes y ont au fond peu d'importance. Mais curieusement, il me semble que Starsky et Hutch, bien qu'antérieur à l'écran, est plus conservateur que Kanye et Lassie, qui est aussi une série d'Human Sleeve et met clairement en scène les problèmes rencontrés par les femmes dans un monde contrôlé par des hommes. Le style butch de Kanye, d'ailleurs, pourrait en outre laisser supposer un sous-texte homosexuel qui, à mon avis, mériterait d'être étudié de près. On pourrait s'étonner de tout cela, mais c'est aussi que Barbara Avdon et Barbara Corday avaient eu l'idée de cette série dès 74, c'est-à-dire un an avant Starsky et Hutch et 2 ans avant Les Drôles de Dames d'Ivan Goff et de Ben Roberts, mais qu'elle avait été unanimement refusée par les networks. Peut-être était-elle déjà trop reaganienne en quelque sorte, trop en avance sur son temps. On pourrait être ainsi confronté, on serait ainsi confronté non seulement à des séries pré-riganiennes, catégorie dans laquelle je rangerais assez volontiers certains épisodes de Starsky et Hutch, de Drôles de Dames, de L'homme qui valait 3 milliards, de Hunter ou de Super Jamie, et des séries progressistes égarées en quelque sorte, en plein âge riganien, en plein triomphe de la pensée néoconservatrice. Ce néoconservatisme, le terme avait d'ailleurs été forgé dans les années 70 afin de décrire le système de pensée inspiré par Léo Strauss.
De fait, le reaganisme couvre en réalité une période très étendue qui débutait sous Nixon, s'est poursuivie jusqu'aux 2 mandatures de George W. Bush et à la présidence de Donald Trump. Je pense d'ailleurs que là aussi, on pourrait aller regarder, même si on s'intéresse aux séries télévisées, mais on pourrait peut-être s'intéresser aussi aux séries cinématographiques. Je pense au Dirty Harry, par exemple, au Death Wish, qui sont, à mon avis, des films reaganiens qui commencent bien avant l'époque Reagan proprement dite. Et que, il me semble qu'on voit se mettre en place les grands schémas reaganiens qu'on retrouvera par la suite. Quels sont donc les invariants des séries de cette longue époque reaganienne? D'abord, il s'agit de fictions télévisuelles qui font de la violence, mise en spectacle, le possible gardien des vertus civiques, et qui s'attachent à critiquer radicalement la complaisance avec laquelle la justice américaine traite les criminels. C'était là, et voilà qu'on revient encore en arrière, c'était là déjà le fond doctrinal de Kojak, série qui s'achève précisément quand débute la campagne reaganienne, mais qui donnera naissance en 1985 à 2 téléfilms conclusifs qui nous permettront de comprendre les enjeux politiques de la série proprement dite. C'est aussi l'arrière-plan de quantité d'épisodes de l'agence Tourisque, dont Silvagno nous parlera tout à l'heure, me semble-t-il. La série Kojak, créée par Abiman pour CBS, annonce bien des thèmes et bien des motifs qui viendront structurer les séries de la période reaganienne proprement dite. D'abord, bien sûr, le policier violent, cynique, mais juste, qui reprend la figure tellement importante du justicier, du vigilante que le cinéma et les séries avaient popularisé plusieurs décennies auparavant. Ensuite, Kojak représente, presque comme une allégorie, l'obsession pour la corruption et les violences qui règnent sur les grands centres urbains, en l'occurrence New York, au sortir de la guerre du Vietnam et en pleine crise économique. Le fantasme du déclin économique et moral explique, selon moi, l'importance de Kojak, l'officier de police incorruptible, sorte de nouvelle Elliot Ness, intraitable avec les criminels. Confronté à une violence quotidienne et généralisée, il n'a d'autre choix que d'interpréter la procédure à sa manière et de décider par lui-même de ce qui est juste et légitime et ce qui ne l'est pas. C'est, me semble-t-il, cette propension à l'autojustice et à l'autodéfense qu'on trouve aussi au cœur de l'agence Tourisque, qui est une façon aussi de cautionner l'action individuelle en dehors de tout cadre légal et de mettre en avant en quelque sorte la possibilité de se substituer à un droit paralysé superposant la figure du justicier et celle du vengeur. Le reaganisme n'est pas simplement une condamnation sans appel du mouvement hippie, de leur antipatriotisme et de leur fêlure psychologique supposée. Je vous rappelle que l'affirmation choc du candidat Reagan est restée célèbre. Un hippie, c'est quelqu'un qui ressemble à Tarzan, qui marche comme Jane et qui sent comme Cheetah. Je crois que la détestation du hippie ne peut pas être nulle part aussi claire que dans cette affirmation. Ce qui montre d'ailleurs que le politiquement correct, néanmoins, a quand même évolué, car je n'imagine pas un candidat aujourd'hui affirmer une telle analogie. C'est aussi une réaction au cinéma du Nouvel Hollywood que représentent les séries reaganiennes. Nouvel Hollywood qui finalement avait eu peu d'influence sur les séries télé du temps et n'avait guère présenté, au contraire du grand écran, les différentes rébellions contre les structures sociales et contre la guerre du Vietnam, ni même contre la libéralisation de la société. Or, cette réaction à la contre-culture très particulière des années Reagan passe par l'invention d'un nouveau type de héros. Ce héros reaganien, issu des couches sociales défavorisées, ou du moins moyennes, accède, à force de travail et d'abnégation, à une forme de reconnaissance sociale qui lui permet de rejeter les valeurs traditionnelles et de condamner sans appel la trahison des élites. Cette félonie des dirigeants et des décideurs qui trahit le scepticisme à l'égard des autorités se matérialise dans quantité d'images complémentaires. Policiers ridicules, impuissants, malveillants ou corrompus, ce qu'incarne mieux que tout autre le ridicule shérif Bosco de Shérif Fais-moi peur, série de CBS 1979-1985. Série d'ailleurs qui ne vaut pas seulement pour la parfaite plastique de Daisy, la fameuse cousine Daisy, mais aussi comme un témoignage de la façon dont les années Reagan considèrent la police et la justice institutionnelle. Il faut ajouter à cela la représentation d'un gouvernement irrésolu ou parjure, une élite militaire déloyale qu'on retrouve justement dans l'agence Tourisque, les managers alcooliques, pusillanimes et dévoyés qu'incarne le Cliff Barnes dont je parlais tout à l'heure.
Pourtant, là encore, les choses ne sont pas si simples et il serait sans doute trop schématique d'opposer purement et simplement les productions de l'époque contestataire et celles du néoconservatisme, qui sont à la fois des fictions du post-Nouvelle Hollywood et un retour aux idéaux des années 50. Encore une fois, je me demande s'il n'y a pas plus de continuum que de rupture entre la première saison de Starsky et Hutch, où se multipliaient les situations cruelles, sordides, les agressions gratuites et les abus de faiblesse, les arrestations musclées en plein cœur de Bay City, ce Los Angeles imaginaire dont ne sont jamais montrés que les quartiers borgnes et les rues malfamées. Je renvoie. On sait que la première saison de Starsky Hutch a été justement considérée comme beaucoup trop violente, et c'est pour ça qu'il y a eu une inflexion imposée dès la deuxième saison pour renforcer le caractère comique du couple de Starsky, le brun Starsky et le blond Hutch. Il me semble qu'il n'y a pas véritablement de rupture entre Starsky et Hutch et Deux flics à Miami, dont parlera Antonio tout à l'heure, qui certes inventent un nouveau style, fait de couleurs flashy, de pastels, de montage nerveux, de séquences construites comme les clips de MTV, de reprises de tube rock. On se souvient tous de la scène finale de l'épisode pilote dans lequel les deux comparses roulent de nuit en Ferrari sur la chanson In the Air Tonight de Phil Collins. Mais il me semble qu'il y a une continuité plus qu'une rupture, continuité sur la tonalité sombre, continuité aussi dans la représentation du métier de policier hanté par la mort et l'omniprésence du crime sous le soleil paradisiaque de Floride en ce qui concerne les deux flics à Miami, sous le soleil impeccable de Bay City en ce qui concernait Starsky et Hutch. À chaque fois, c'est le sens de l'effort individuel qui est vanté, en même temps que sont valorisés le bon sens, le dépassement de soi et les valeurs morales, en une esthétique qui, il est vrai, il y a bien quelque chose de riganien là, évolue vers une précipitation toujours plus importante des mouvements, une multiplication de plus en plus vertigineuse des angles de vue, des montages plus rapides, des plans plus brefs, permettant de renforcer la tension dramatique, des musiques exaltantes, concourant à l'exacerbation des effets pathétiques, notamment tout ce qui tourne autour des amours contrariés, dans Magnum par exemple, de l'innocence persécutée, dans Shérif fais-moi peur, ou du sacrifice librement consenti dans The A-Team, voilà, l'agence touriste pour finir. De ce point de vue, je serais tenté de dire que les grandes séries d'action des années Reagan reprennent à leur compte la structure des séries de l'Ouest, dont la thématique en tant que telle a disparu, mais dont la logique non seulement demeure, mais revient s'imposer au premier plan. Il y a dans les séries policières des années Reagan bien des motifs, bien des mythèmes qui évoquent directement des séries comme Police des plaines ou Au nom de la loi. Histoire tragique, drame violent, morale de la violence ou encore figure ambiguë du chasseur de primes qu'on retrouvera dans L'homme qui tombe à pic, la grande série, une des grandes séries de ABC 1981-1986. Or, justement, me semble-t-il, L'homme qui tombe à pic puise abondamment dans la topique du western et Colt Seavers est bien l'héritier des Vigilantes, un justicier de l'Ouest sauvage, un de ces hommes forts qui portaient les armes sur la frontière, là où la police et la justice n'étaient pas encore organisées et où elle n'est plus organisée dans la pensée reaganienne. Si le cousin Howard est une reprise humoristique du pied tendre des westerns classiques, le personnage incarné par Lee Major est bien moins présenté en détective californien des années 80 qu'en redresseur de tort du Far West, représentant de manière emblématique non seulement le rêve américain d'une vie meilleure, plus riche et plus heureuse, mais aussi un être incassable, vecteur d'enthousiasme et d'euphorie. J'avais toute une partie sur Hollywood Night, mais à la fin de la période, on en reparlera sans doute ultérieurement, car ça représente quand même beaucoup de pages, ainsi que sur Les deux font la paire, série hélas méconnue et méprisée aujourd'hui, mais je voudrais quand même qu'on garde 5 minutes pour les questions, comme Antonio le disait tout à l'heure. Les deux font la paire, c'est une série de 1983 à 1987 pour CBS, qui me semble intéressante puisqu'elle met aux prises un espion d'une agence dont on ne connaît finalement que le nom, mais pas véritablement les enjeux, et une femme au foyer, divorcée, qui ne peut jamais l'aider finalement que par maladresse ou par accident. Et il me semble qu'il y a là
quelque chose qui est évidemment aussi de l'ordre de la répartition par genre, je parle de genre au sens de gender et pas genre au sens de genre série télévisuelle, qu'il faudrait analyser de près. Et ça sera peut-être pour une première fois. Il y a même toute une affaire autour des voitures, hein, d'un côté le break familial et de l'autre côté, évidemment, la Porsche ou la Corvette masculine. Il faudrait, peut-être qu'on reviendra sur tout cela. D'un côté, le corps mou et déjà vieillissant de la femme au foyer, de l'autre, le corps dur et viril et masculin de l'espion. Je crois qu'il y a il faudra vraiment qu'on revienne là-dessus. Certes, et pour finir, les années Reagan, un président d'une lutte musclée contre l'ours russe, s'accompagne d'un retour aux valeurs traditionnelles du rêve américain, liberté en tout et poursuite toujours du bonheur. Mais les fictions inspirées par ce système axiologique, qui est lui-même, je l'ai rappelé au début de cette intervention, bien plus indécis qu'on le pourrait croire, engendrent quantité de significations contradictoires, attestant d'ailleurs de la richesse de la culture de masse, laquelle est elle-même ambiguë, ni complètement un produit industriel de manipulation, ni entièrement une authentique création. Au terme de ce parcours qui ouvre une journée qui elle-même s'ouvrira vers d'autres, on voit se dessiner à grands traits quelques-uns des problèmes propres aux années Reagan. Le premier d'entre eux tient, me semble-t-il, à l'expression même d'années Reagan, qui sont bien plus floues que d'autres chrononymes, pardonnez-moi, comme les Roaring Twenties ou les Sixties. Certes, en toute rigueur, cette période est celle qui court de 1981 à 1988, période qui correspond au culte de la réussite économique, à une nouvelle forme d'expansion tenant à la fois du hard power et du soft power, à la guerre des étoiles, au culte du corps, à la revalorisation de la famille et du religieux. Pourtant, il me semble qu'à la télévision, comme au cinéma d'ailleurs, ce découpage chronologique est éminemment incertain et qu'il s'agit surtout d'une évolution de la société américaine qui, commençait sous la présidence de Jimmy Carter, se prolonge jusqu'au lendemain du 11 septembre et probablement sous des formes variées jusqu'à nos jours. La notion de populisme me semble rendre compte de ce mouvement profond et durable qui vaut sur les plans politiques, idéologiques et culturels. Ce populisme nécessite d'user de notions et de concepts issus à la fois des sciences politiques, de la philosophie, de la sociologie, de l'économie, de l'histoire et de la psychologie. Populiste, le reaganisme ne l'est pas seulement parce qu'il est le produit de la crise économique qui a frappé les États-Unis des années 70. Cette crise liée à la chute du taux de profit provoquée par une sous-consommation et de fait par une surproduction de marchandises, ce n'est pas seulement ça. Le reaganisme est aussi le fruit du sentiment de déclassement qui s'était emparé d'une partie des classes moyennes dès la première mandature de Nixon entre 69 et 74. De grandes hantises s'étaient alors emparées de l'Amérique, le crime, la corruption, et Dieu sait que Nixon s'y connaissait en matière de corruption, le crime, la corruption, l'antipatriotisme seraient partout causés par les transformations sociétales intervenues depuis le début des années 60. C'est tout cela que rejouent les séries sur lesquelles nous nous penchons aujourd'hui et auxquelles nous nous intéresserons à nouveau en octobre, en décembre et en janvier. Je vous remercie.